Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Physarum polycéphalum. Le Physarum polycéphalum, c'est une créature qui est rampante, qui est visqueuse, qui est souvent jaune, qui est parfois rouge, qui est parfois violette, et qu'on a appelé Blob en hommage à un film d'horreur. Et c'est cette créature assez bizarre, assez peu aspirationnelle au premier regard, que j'ai envie de prendre comme modèle pour vous parler de la transformation digitale, avec un regard un peu croisé, un regard un peu stratégique, parce que j'ai été directrice de la stratégie de Bouygues Telecom pendant 3 ans, et de directrice du digital, ce que je suis maintenant. Première caractéristique très enviable du blob, il est quasi immortel. À titre d'espèce, il a 500 millions d'années. Et à titre individuel, vous pouvez le découper, le dessécher, le mettre au micro-ondes. Vous pouvez le mettre dans des conditions atroces. Il va s'endormir quelques années, puis après, il va se réveiller, il va revivre. Les moyens de tuer un blob existent, mais ils sont assez rares. Pourquoi ? Parce que le blob a une capacité d'adaptation absolument fabuleuse à son environnement et à des environnements inconnus. Et c'est ça qu'on cherche en premier avec la transformation digitale, c'est être capable de changer et de s'adapter en permanence. Où est-ce qu'on en est de ce processus de transformation digitale qu'on a commencé il y a quand même maintenant un bon nombre d'années ? Je ne sais pas vous, mais nous, on n'a pas fait de pot de départ en disant c'est super, on est transformé, c'est fini, les process c'est fait, l'IT c'est fait, la com c'est fait, les RH c'est fait, tout ça c'est terminé. Ça, je crois que ça n'existe pas. Ça n'existe plus en fait. Dans les cycles industriels anciens, par exemple, quand la vapeur a remplacé l'énergie hippomobile, les chevaux, il y avait un avant, puis il y avait un après, ça pouvait prendre du temps, mais en tout cas, on pouvait à un moment dire c'est terminé. Aujourd'hui, chez Bouygues Telecom, on réalise la majeure partie de nos ventes sur le web, on a largement digitalisé nos interactions clients, on investit massivement dans la communication online, et pourtant, ce n'est pas fini. C'est ce qui est intéressant, puisque ce qui est parfois un petit peu inconfortable, c'est que c'est jamais fini. Vous savez que Freud expliquait que la psychanalyse avait un caractère interminable, parce que les ambitions du patient s'élèvent au fur et à mesure de la psychanalyse. Et la transformation digitale, c'est un peu ça. On y prend goût, on veut aller toujours plus loin pour pouvoir répondre de mieux en mieux à nos clients et aux avancées technologiques. C'est jamais terminé, on bouge pour pouvoir bouger plus vite, car personne ne peut se targuer aujourd'hui d'avoir une visibilité très précise sur ce qui va advenir dans l'environnement demain, en termes de clients ou en termes techno. C'est jamais terminé, mais pourtant, on peut se dire parfois c'est quand même réussi. Un truc qui n'est pas terminé, mais qui peut être réussi ou pas réussi. Et à mon sens, elle est réussie si on met son entreprise en situation de souplesse suffisante pour répondre à 2 enjeux, qui eux-mêmes évoluent très rapidement. Le premier enjeu, c'est de savoir répondre à l'évolution des consommateurs. Quels que soient nos secteurs d'activité, alors c'est très vrai dans la tech, mais c'est vrai partout, l'expérience client attendue aujourd'hui, elle est vraiment très influencée par l'expérience que nos clients ont avec les natus et avec tous ces acteurs digital natives qui proposent des expériences qui sont toujours plus personnalisées, fluides, immédiates. Et finalement, que l'on considère cette expérience client comme une dette ou comme un facteur de différenciation, comme c'est le cas chez nous. L'objectif de la transformation digitale, c'est bien de toujours savoir y répondre de mieux en mieux et de plus en plus vite. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr de savoir répondre aux évolutions technologiques qui sont en évolution permanente. On est dans un monde ultra concurrentiel et il y a un niveau de compétitivité technologique qu'on doit savoir assurer année après année. Ce que tout ça signifie, bien sûr, c'est que la transformation digitale et la conduite du changement sont assez intimement liées. Parce qu'en fait, le sujet, ce n'est pas vraiment de changer de paradigme technologique, c'est vraiment au quotidien de changer des habitudes, de changer des attitudes. Il me semble pouvoir identifier quelques facteurs clés de réussite. J'en ai sélectionné 4 dont j'ai la chance de bénéficier. Le premier facteur clé de succès, c'est la culture du doute et de la remise en cause, tout d'abord, voire même celle du challenge permanent. Ce qui nous a sans doute permis, chez Bouygues Telecom, d'être non seulement très réactifs, mais souvent en anticipation des changements. Il faut toujours douter, il faut savoir changer vite, réallouer des ressources sans tabou, flexibiliser. Deuxième facteur clé de succès, c'est la culture des collaborateurs. Ce qu'on se raconte, c'est qu'on ne fait pas une transformation digitale avec quelques digital natives, ce qu'on va aller recruter chez les experts du domaine. Une entreprise réactive et agile l'est parce que ses collaborateurs le sont. De plus, le digital, parce que c'est nouveau, parce que c'est très rapide, ça peut être un petit peu anxiogène.
Et pour pas que ce soit anxiogène, il faut que les équipes se l'approprient bien, c'est absolument essentiel. Et pour cela, on essaye de favoriser les prises d'initiatives digitales dans toutes les entités de l'entreprise. Ce n'est pas une direction qui va porter l'ensemble du discours digital. Troisième facteur clé de succès, c'est la culture de la data. Et c'est vrai que pour des entreprises qui ont historiquement une grosse culture data, comme c'est le cas dans les télécoms, on est certainement un petit peu privilégié pour mener cette transformation. Quatrième et dernier facteur clé de succès, qui n'est pour autant pas le moindre, c'est l'écoute obsessionnelle de ses clients, car c'est eux qui dessinent l'environnement dans lequel nous nous transformons. Je viens de vous parler longuement de transformation digitale, alors qu'en fait, je vous avais promis que j'allais vous parler de Blob, donc j'y reviens. Et je vais vous raconter une histoire qui illustre que le Blob est capable de transmettre ses apprentissages de manière absolument rapide et parfaite. Vous savez tous, comme tout le monde le sait, que les blobs détestent le sel. Néanmoins, il est possible d'apprendre à des blobs que le sel est inoffensif. Et là, vous avez des blobs éduqués. Puis ensuite, vous créez 3 groupes. Vous faites un groupe de blobs éduqués, un groupe de blobs non éduqués, que vous appelez des blobs naïfs, et puis un groupe mixte. Puis vous mettez ces 3 groupes face à un pont couvert de sel et vous organisez une course. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le groupe de blobs éduqués et le groupe de blobs mixtes vont arriver premiers ex aequo. Et encore plus fort, si vous avez un seul blob éduqué au milieu de plusieurs milliers de blobs naïfs, eh bien le groupe mixte va toujours arriver ex aequo. C'est comme s'ils étaient tous devenus instantanément éduqués. Les blobs, qui, je vous le rappelle, n'ont pas de cerveau, sont capables non seulement d'apprentissage, mais également de transmettre des informations de manière absolument fluide et immédiate. Je pense que la métaphore est évidente. La première chose que nous attendons dans notre relation avec nos partenaires, c'est qu'ils partagent nos enjeux. C'est vrai bien sûr nos partenaires historiques, ceux qui viennent d'un monde non digital, du monde d'avant, dont nous attendons évidemment qu'ils soient dans une logique de transformation permanente, comme ce que nous, on essaye de faire. C'est particulièrement vrai sur les questions d'expérience client. Nous attendons de nos partenaires qui nous aident à bâtir une expérience client by Bouygues Telecom et pas l'expérience client best in class à laquelle tout le monde se réfère et qu'on pourrait copier-coller de manière ISO, enfin en tout cas on pourrait essayer. Et puis je voudrais partager avec vous quelques autres réflexions sur notre relation avec l'écosystème, les agences médias, les cabinets de conseil, les GAFA, nos partenaires technologiques, tous ceux qui nous challengent, qui nous présentent des nouvelles innovations, qui nous aident à progresser, qui nous aident à rester en mouvement. La première réflexion, qui est chez Bouygues Telecom plutôt une certitude d'ailleurs, c'est qu'on est tout de même dans une logique globale de reprise de contrôle. Le digital aujourd'hui, c'est tellement cœur qu'il n'est plus vraiment envisageable de ne pas être complètement maître de nos décisions. Ce qui veut dire qu'on veut aussi maîtriser parfaitement ce qui est fait de nos données, qui d'ailleurs ne sont pas nos données, mais les données de nos clients. Ça concerne par exemple la manière dont nous travaillons avec les agences médias. On sort aujourd'hui d'un modèle totalement intégré où on a une agence qui va faire le conseil, la data et l'achat. Les technologies sont accessibles. Aujourd'hui, on est plus mature, on veut plus contrôler. L'importance des achats médias sur notre performance est super importante. Ça représente des investissements qui sont gigantesques en millions d'euros. Et ça veut dire qu'on veut maîtriser et on va maîtriser de plus en plus puisque nous sommes aujourd'hui en phase d'internalisation d'une part importante de nos achats médias. On cherche aussi à s'appuyer sur des partenaires différents, à différencier les rôles, à avoir des gens qui vont nous accompagner en termes de conseils de manière agnostique vis-à-vis de la technologie, parce qu'aujourd'hui, on veut nous-mêmes comprendre les technos, on veut comprendre nos choix et on veut associer plusieurs briques qui vont faire ce que nous, on veut faire. Deuxième réflexion sur la data. La data qui est au cœur de tout. Vous allez beaucoup en parler aujourd'hui, mais quand même, attention. La data est au cœur du sujet de la transformation digitale et nous avons bien besoin de nos partenaires pour transformer les monceaux de data dont nous disposons en data utilisable et activable. Concernant nos clients, bien sûr, puisque la data, c'est la clé du ciblage, de la personnalisation des offres, des produits, des services, des parcours. L'exploitation de la data nous permet d'être plus efficaces, de mieux optimiser nos investissements et de juger de la pertinence de nos actions. Et souvent, la capacité à mesurer, c'est un critère de go-no-go. La data permet une amélioration continue et on passe maintenant des logiques d'A/B test à des logiques même d'AI test.
Elle est le critère objectif de décision et la logique de test et de mesure est extrêmement puissante. Je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet-là. Je souhaite tout de même moduler légèrement. Tout d'abord, il s'agit de ne pas oublier de comprendre ce que l'on fait et surtout de le faire comprendre. Pour cela, il est important d'avoir des bons outils de test, il est important d'avoir des bons outils de mesure, mais il est aussi très important d'avoir des bons outils de partage. Sinon, on va tous faire des choses super et elles se diffuseront nulle part dans l'entreprise. D'autre part, les tests, ça peut devenir une drogue. On est très sollicité, soit en interne, soit par l'écosystème, sur une logique perpétuelle de try and buy. C'est une proposition standard. On va essayer une solution super innovante et puis finalement, on n'investira que si elle marche. Honnêtement, la plupart du temps, c'est une excellente idée. Ce n'est pas toujours une excellente idée, parce que try, ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre en place, à analyser, à refaire si les tests ne sont pas concluants. On a parfois un petit syndrome de « est-ce que je ne vais pas rater quelque chose ?» Parce que des propositions, on en a vraiment beaucoup. Donc il s'agit quand même que nous, annonceurs, et avec vous, on se pose bien la question, si je fais ce test et qu'il est concluant, est-ce que je vais créer de la valeur pour mon client ? Est-ce qu'il est cohérent avec mes priorités stratégiques? Est-ce que je vais être en mesure d'opérationnaliser ces conclusions? Dernier sujet sur la data, le règne du full data, ça peut aussi parfois nous conduire à faire quelques petites erreurs. Parce qu'on progresse, mais parce que force est de constater qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout mesurer parfaitement, notamment l'efficacité des dispositifs sur l'ensemble des canaux. Le client est encore plus fluide que sa data pour mesurer ce qui se passe en omnicanalité. Parce que parfois, ça peut nous conduire aussi à privilégier le bas de funnel au détriment de postures plus hautes. Parce que segmenter, parfois, ça peut coûter très très cher et qu'il vaut mieux aller sur des gros carrefours d'audience. Voilà, donc il y a un petit sujet quand même de modération sur court terme, long terme, vision, profitabilité immédiate et des choix stratégiques qui seront mesurables, mais plus tard. Troisième et dernière réflexion. Tous ces efforts de transformation digitale, de ciblage, de personnalisation ne sont pas une fin en soi et n'ont de sens que dans la mesure où ils créent à la fois de la valeur pour les clients et pour nous. Et la valeur pour les clients, c'est la condition sine qua non de leur acceptation. Nous avons tous conscience de la diffusion forte des adblockers chez les utilisateurs, en particulier chez les plus jeunes. En même temps, on ne peut pas nier qu'essayer d'échapper à la publicité, ce n'est pas un phénomène très nouveau et il est assez fréquent d'aller se laver les mains pendant une pause publicitaire d'un film. Le dernier livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, décrit une société dystopique où des activistes, les furtifs justement, décident de se retirer du monde en s'effaçant littéralement des réseaux pour échapper à la tyrannie de la marchandise. C'est de la science-fiction évidemment, mais tout ça dit quelque chose d'intéressant. Ça dit que l'innovation, ça engendre forcément quelques réactions de crainte et qu'aujourd'hui, le marketing digital n'en est finalement qu'au début de son histoire. La régulation doit faire son travail et la progression des technologies doit aller de pair avec la protection des consommateurs d'une part et la capacité de l'écosystème, nous, à créer de la valeur publicitaire. L'écosystème a un rôle central à jouer et une journée comme celle-ci, c'est une très belle occasion pour nous de partager et de proposer un chemin à la fois respectueux de nos clients et créateur de valeur. Je vous remercie tous. Je remercie Frédéric et l'IAB de m'avoir invité et puis à bientôt aux eaux de Vincennes pour aller voir des blogs. Merci.